Je démarre l'enregistrement. C'est parti. Stéphanie, la place est à vous. Bonjour à tous et merci de participer à cet atelier offert par Ergazouilly. Donc, nous sommes 3 représentants de la FNAS. La FNAS, c'est la Fédération nationale des associations d'aide-soignants. Moi, j'en suis la présidente. Je suis aussi aide-soignante depuis 25 ans à l'hôpital de Libourne, à côté de Bordeaux. Voilà, donc on est ensemble pendant 3 quarts d'heure pour essayer de faire le tour du métier et de vous présenter ce que l'on fait en tant qu'aide-soignant, notre quotidien, dans divers services avec nos expériences respectives. Arlette et Denis m'accompagneront pour répondre à vos questions. Et en première partie, on va vous présenter quelques slides que l'on a fait pour vous présenter d'une part un peu l'historique du métier et ce que fait l'aide-soignant dans son quotidien et quelles sont ses missions. Ça, c'est la première partie. Et en deuxième partie, on vous présentera un peu la FNAS. Qu'est-ce que c'est exactement que la FNAS et quel est son rôle aussi au niveau des aides-soignants. Donc, avant tout, il faut savoir que le métier d'aide-soignant, c'est vraiment un métier au cœur de l'humain. On s'intéresse à la personne en premier lieu avant de s'intéresser à la maladie. Et vraiment, notre rôle est basé sur la personne que l'on accompagne en premier lieu. Donc, c'est un métier qui est relativement récent. Slide suivant, s'il te plaît, Victor. Parce que ça a commencé à apparaître au début du siècle dernier, avec bien sûr les guerres qui ont permis le développement des hôpitaux. En premier lieu, les soins aux malades étaient apportés par les religieux et vraiment grâce à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, on voit une structuration des hôpitaux et un développement des fonctions, notamment de la fonction d'infirmier. Et suite aux Premières Guerres et à la Deuxième Guerre mondiale, les infirmiers vont avoir besoin de gens pour les aider à prodiguer des soins auprès des malades et des gens et des soldats blessés durant la guerre. Et c'est là que va naître un peu la fonction d'aide-soignant, qui en premier lieu va être un aide-infirmier. Voilà. Donc, il va falloir vraiment attendre le milieu du siècle dernier, en 1945, pour qu'on puisse parler réellement du métier d'aide-soignant, qui va d'abord se qualifier par des aptitudes. Et en 1956, le CAFAS va être créé. C'est le certificat d'attitude à la fonction d'aide-soignante, qui reconnaît un rôle aide-soignant avec des missions qui lui sont propres, des missions qui sont basées sur des soins de base, d'hygiène, de confort, et bien sûr toujours en délégation et en supervision avec l'infirmier. Slide suivant. Donc, au cours du siècle précédent, une formation va vraiment se construire avec un allongement et une formalisation des actes aides-soignants. Ça va être aussi la reconnaissance de l'aide-soignant au sein d'une équipe aide-soignante, au sein d'une équipe soignante, pardon. Et on va reconnaître de plus en plus nos compétences et notre rôle, notamment relationnel, et notre rôle de prévention. Ce ne seront plus que des actes, ce sera aussi un rôle, comment dirais-je, de posture professionnelle que l'aide-soignant va acquérir au fur et à mesure des années. Slide suivant. Donc, en 2007, un nouveau référentiel de formation va apparaître qui va définir différents modules qui correspondent à celui que vous avez actuellement lors de la formation. On va avoir aussi un rôle qui va se développer en gériatrie, au domicile et dans les structures spécialisées. Au fil des années, ce rôle va s'affirmer et s'identifier en tant que tel, et on va vraiment devenir acteur de soins. Et bien sûr, notre rôle, comme je vous le disais préalablement, est auprès du patient et l'accent sera mis sur la bientraitance et l'écoute du patient. Tout le côté relationnel va ressortir au fur et à mesure et va permettre notre identité professionnelle. Alors, la période Covid a vraiment mis un accent et sur le rôle infirmier et sur le rôle aide-soignant. Il faut dire qu'on a été mis en lumière un petit peu à cette période-là.
C'est vrai qu'on a été des acteurs essentiels dans la prise en charge des malades à cette période. Parce que bien sûr, les patients n'avaient plus droit aux visites, tout était fermé, donc on était quand même les seuls liens entre l'extérieur et les gens hospitalisés. Et nous étions vraiment, et on l'est même au quotidien, les gens qui étaient les plus proches des patients. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Comme je vous le dis, c'est un métier où on est proche des gens, plus que de la maladie en fait. En 2021, on va avoir une réingénierie des actes infirmiers, des actes soignants, pardon, avec l'entrée de la reconnaissance de la glycémie capillaire, notamment, d'autres actes aussi que l'on faisait déjà sur le terrain, mais qui n'étaient pas réellement référenciés. Donc, on voit que petit à petit, ce métier qui, à la base, était un métier de vocation prodigué par des religieux, essentiellement, peu à peu, au fil des ans, se spécialiser. Et on est dans cette recherche de spécialisation et de reconnaissance, et c'est un des rôles de la FNAS, pour qu'enfin on puisse être reconnu comme un acteur de soins à part entière et non plus comme un aide infirmier, comme certaines personnes le pensent encore. Alors, les rôles et les missions d'un aide-soignant. C'est avant tout d'abord un travail de collaboration. On collabore avec nos collègues infirmiers, les médecins, mais aussi tous les autres partenaires paramédicaux, tels que les diététiciens, les assistantes sociales, les ergothérapeutes, les psychomotriciens. On est amené à rencontrer beaucoup de personnel. Nos collègues ASH aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui entretiennent les locaux et sont aussi indispensables au bon fonctionnement du soin. On a un rôle, comme je vous le disais, essentiellement humain, d'accompagnement, et on assure aussi le bien-être du patient. Et on travaille dans différents secteurs, tels que les hôpitaux, en EHPAD, à domicile, dans des structures psychiatriques, etc., dans des SIAD. Voilà. Donc, notre rôle principal, comme je disais, c'est d'assurer l'hygiène et le confort des patients, mais on a aussi un rôle de surveillance de l'état de santé des patients, et on est dans l'obligation de signaler tout changement d'état, soit à notre collègue infirmier, soit directement au médecin. Et on accompagne les patients dans tous les gestes de la vie quotidienne, dans la mobilisation, l'aide à manger, aller aux toilettes, par exemple, etc. Donc, les soins d'hygiène, l'alimentation, ce que je viens de vous dire, la mobilisation. Pour la surveillance de l'état de santé, on sera amené à prendre les paramètres vitaux, la prise de température, la saturation, le poids aussi, c'est important, ça nous donne une indication sur l'IMC et sur l'état de dénutrition ou pas. Ça peut être révélateur, pas essentiellement, mais ça peut l'être. Et aussi, on entretient l'environnement et on a un rôle important à jouer aussi dans la préservation des maladies nosocomiales et dans la protection que l'on peut avoir vis-à-vis de certaines maladies avec les précautions complémentaires pour se protéger et pour protéger les patients, bien sûr. Donc, comme je vous le disais, c'est un métier essentiellement humain. Alors, il faut être bien sûr à l'écoute et avoir une attitude empathique à l'égard des patients. Il faut être patient aussi, nous aussi de notre côté. Savoir faire preuve de discrétion, car on est soumis au secret professionnel. Il faut avoir un sens de l'observation, bien sûr, pour juger de l'état de santé d'un patient. Un sens de l'analyse, parce que face à une situation complexe, on aura des actes à faire. Et il faut savoir aussi travailler en équipe. Comme je vous le disais, on est partenaire avec l'infirmier, le médecin, le diététicien, le kiné. Et tout ça, c'est pour une prise en charge globale du patient. Et chaque maillon est indispensable pour que le patient puisse retrouver un état de santé optimal. Donc, on peut travailler dans différents endroits, dans des hôpitaux publics, en clinique privée, en EHPAD, au domicile du patient, et bien sûr dans différents services tels que la psychiatrie, la rééducation, mais encore d'autres services comme la réa, la chirurgie, où là, le rôle de l'aide-soignant aura des spécificités bien particulières. Un aide-soignant qui travaille en chirurgie ne travaille pas de la même façon qu'un aide-soignant qui travaille en psychiatrie ou en EHPAD.
Les missions sont globalement les mêmes, mais sont spécifiques à chaque service. Donc, en conclusion, comme je vous le disais, l'aide-soignant est un acteur incontournable du système de santé. Il doit avoir de grandes capacités relationnelles et contribue avec l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale au bien-être du patient. Bien sûr, dans l'avenir, le métier d'aide-soignant reste toujours à développer et à faire reconnaître. Donc là, actuellement, on essaie de monter en compétences. Comme je vous disais, la réingénierie de 2025 a permis l'acquisition d'actes nouveaux que l'on effectuait déjà sur le terrain, mais qui n'étaient pas reconnus en tant que tels dans un référentiel. Et bien sûr, faire connaître et développer le métier d'aide-soignant, parce que c'est un métier magnifique, qui est peu valorisé et qui pourtant demande des compétences et des spécialisations de plus en plus. La technicité s'installe à l'hôpital, nos collègues infirmiers sont de plus en plus spécialisés, et bien sûr, les aides-soignants aussi, ça va de pair. Et on a tendance à l'oublier. Voilà pour la partie présentation du métier. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que nous avons des questions déjà? Moi j'aurai quelques questions après, donc si vous n'avez pas de questions, vous ne mettez pas la pression, mais si vous avez une question, n'hésitez pas, vous avez juste besoin d'allumer votre micro. Je pense que c'est bon, je vois les têtes qui font non. Alors moi, petite question justement Stéphanie par rapport à ça. Est-ce qu'une aide-soignante, parce que vous en avez parlé, est-ce qu'une aide-soignante peut se spécialiser et comment ça se passe? Donc est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est une formation en plus? Ouais. Alors, depuis quelques années, il y a des diplômes universitaires qui sont ouverts aux aides-soignants, notamment le diplôme concernant les soins palliatifs. Donc, c'est une année de formation qui s'étale, c'est une formation qui s'étale sur un an, pardon. Et on va à la fac, carrément. On assiste à des cours avec des médecins, des infirmiers. Il peut y avoir tout corps paramédicaux, il peut y avoir des psychomotriciens. Et on a un enseignement universitaire et un diplôme universitaire. Voilà, il y a ça. En éthique aussi, il y a un DU qui est ouvert aux aides-soignants. Aide-moi un petit peu, Denis, parce que là-dessus, j'en oublie certainement. Il y a d'autres DU. Oui, alors, il y a d'autres formations. Suivant le service où vous travaillez, vous avez la possibilité de demander des formations, que ce soit en soins palliatifs, donc pas obligatoirement le diplôme universitaire, mais comment travailler dans ce service. Mais c'est pareil en psychiatrie, en médecine ou en gériatrie. Vous avez des formations et vous êtes d'ailleurs dans l'obligation en tant qu'aide-soignant. Votre employeur est dans l'obligation de vous former une fois par an par rapport à votre métier. Vous avez le droit à une formation. Oui, comme nos collègues paramédicaux, on est en devoir, et l'institut dans lequel on travaille est en devoir de nous former sur la bientraitance, sur l'ergonomie. Là, j'ai parlé des formations universitaires, mais effectivement, au long cours d'une carrière, on est amené à réactualiser ses connaissances et à se former au titre de la formation continue. Voilà. Sur différents sujets, ça peut être aussi, il y a une spécialité gériatrique, on peut être assistant gérontologique, mais ça peut être dans tous les domaines en fait. Super, merci beaucoup. Et alors, ce que je vous propose pour la prochaine étape, c'est peut-être de faire un petit tour de table pour que chacun puisse nous dire, Stéphanie, Denis, Arlette, c'est bon, vous êtes la FNAS. On en reparlera d'ailleurs à la fin, après les échanges. Mais j'aimerais bien que si tous les participants peuvent interagir. Donc, je vous propose, Myriam, de commencer, de nous présenter rapidement votre parcours et alors votre lien avec le diplôme d'AS. Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous le souhaitez? Racontez-nous. Alors voilà, je reviens en septembre de l'étranger. J'ai vécu 4 ans en Inde et avant, j'étais auxiliaire de vie à domicile pour les personnes âgées. Et là où je suis, je suis agent hospitalier faisant fonction d'aide-soignante. Donc, ça y est, j'ai 6 mois. Donc, je peux commencer une VAE. Et du coup, ça m'interpelle un petit peu parce que là, vous faites aide-soignante en règle générale, mais moi, ma VAE sera plus spécialisée en gériatrie du coup. Parce que j'ai les soins palliatifs, j'ai la formation des
Alzheimer et des problèmes Oui. cognitifs déjà. C'est ce qu'on disait, donc on peut se former sur des spécialités qui peuvent avoir un attrait avec effectivement le service dans lequel on travaille, mais qui peut être aussi beaucoup plus général et qui peut s'adapter à tout style de service. Il y a beaucoup de formations qui sont dédiées aux personnes âgées. D'accord. Oui. En plus, vous avez une formation de base qui est la même pour tous les aides-soignants, hein. Et ensuite, vous avez la possibilité, oui, de vous spécialiser en gériatrie ou dans un autre service, mais c'est à vous à le demander. Oui. Moi, je suis plus partie pour faire une VAE aide-soignante en gériatrie, puisque je travaille dans une EHPAD, en fait. À savoir, donc, quand vous préparez votre VAE, vous avez 2 dossiers à remplir. Est-ce que vous avez une tutrice ou un tuteur? Alors, pas pour le moment. Voilà. On m'a dit ne rien commencer tant que je n'avais pas du tout, je n'avais pas travaillé en collectivité. Oui. Et de laisser du temps parce que je suis restée 4 ans à l'étranger. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait mes 6 mois et maintenant, je peux prétendre, avec la nouvelle réforme, je crois, avant que je revienne en France. Avant, c'était 3 ans. De passer ma VAE. Oui, alors il faut vraiment vous faire aider, hein. C'est indispensable. Oui. Bon, à l'hôpital, elles sont prêtes à m'aider aussi. C'est bien, c'est bien. C'est super. Merci beaucoup, Myriam, en tout cas, pour cet échange. Alors, je vais vous appeler Auréo, je suis désolé, hein, peut-être que donc moi, c'est Laurie. Je travaille actuellement en EHPAD depuis 6 ans en tant qu'ASH en fonction. Ça fait en 2000, j'ai eu un BEP de service à la personne et depuis, j'ai travaillé à domicile. Et donc là, je suis en formation VAE, aide-soignante. Donc, j'ai déposé mon dossier au mois de novembre. Et là, j'ai une date pour aller passer devant le jury le 1er juin. Non, le 2 juin. Le 2 juin. Et vous êtes bien encadré? Vous avez une… Oui, alors j'ai été encadrée par… Alors en fait, je suis sur un groupe, un EHPAD Colisée. Donc j'ai été encadrée par Colisée, une accompagnatrice tous les mois par téléphone, par visio. Et donc j'ai déposé mon dossier. Là, je fais des examens blancs avec mes collègues infirmiers. Et maintenant, j'attends de passer devant le jury. Oui. C'est très bien. C'est génial. Bravo en tout cas pour ce parcours. Ouais. J'ouvre une parenthèse, j'étais moi-même jury de VAE, donc je sais de quoi je parle, c'est-à-dire que les dossiers, ils doivent être bien ficelés. Voilà. Et après, bien sûr, on vous posera certaines questions pièges peut-être, mais si vous êtes… Bon. Si vous faites des examens blancs, c'est parfait. J'essaie de faire au maximum. Super. Après, moi, je vous encourage vraiment. Pardon. Il faudrait qu'on fasse un atelier sur la VAE en aide-soignante, un jury VAE aide-soignant, Arlette, avec vous. Oui. Il y en a d'autres aussi au sein de la FNAS. Il y avait Sophie aussi qui participe au VAE. En tout cas, moi, je vous invite à faire cette formation et à continuer dans cette voie-là parce que, écoutez, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier et j'en suis toujours aussi satisfaite, même si les conditions ne sont pas toujours évidentes, il faut le dire. C'est un métier qui est très, très riche parce qu'on a la possibilité de travailler dans des lieux totalement différents, que ce soit en EHPAD, et j'ai commencé par l'EHPAD. Maintenant, je suis en médecine. J'ai fait de la cardio. Donc, franchement, on peut s'épanouir et trouver un sens et pas hésiter à changer aussi, même si parfois le changement fait peur. Mais je crois que quand on commence à ne plus trouver de sens à ce que l'on fait, il vaut mieux aller voir ailleurs. Et on s'épanouit dans tous les domaines. Super, c'est super. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Arlette et merci beaucoup Laurie. Je vois que Paula a parlé dans les commentaires, donc je vous lis ce qu'elle a écrit. Bonjour, je suis actuellement sur un parcours VAE, diplômé AES, travaillant en structure non médicalisée, public vieillissant, hébergement temporaire. Je suis en voiture, côté passager, je vous rassure,
Au début, j'avais juste vu, je suis en voiture, je m'étais dit, oula. Donc pour la vidéo, c'est compliqué, pas de souci. VAE livré de déposé, passage devant le jury, octobre ou décembre. Bravo, bravo, bravo Christelle. Et bravo aussi, du coup, hein, à Myrène et à Laurie. Céline, Ouais. je pense que vous nous avez rejoint. Ah bah non, elle vient de partir. Bon. Elle va revenir, je vois qu'elle fait des allers-retours, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec l'audio. Super. Et ben moi, je vous propose en tout cas ce que je note, on fera un atelier VAE, jury, aide-soignant, avec Arlette, avec Stéphanie, hein, si vous le cœur Après, vous moi, y... je peux parler, j'ai pas fait partie du jury, moi. Hein. Je suis moins calée, hein, mais on trouvera des gens qui expliqueront comment ça se passe, il n'y a pas de souci. Super, super. Et alors du coup, Céline est revenue. Céline, est-ce que vous nous entendez? Alors par contre, il faut allumer votre micro. Oh, Désolée. c'est bon, on voit votre message. Si vous n'arrivez pas à allumer votre micro, c'est pas grave, hein, vous pouvez le... J'arrive à rien, ok. C'est compliqué. À écrire déjà, c'est pas mal. Bon, pas de souci. Bon, si vous n'y arrivez pas, au pire, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre par le chat et si vous avez des questions particulières, vous pouvez. En tout cas, moi, j'avais d'autres petites questions, hein, c'est vrai, si vous le permettez. Moi, j'aimerais comprendre un peu mieux, effectivement, parce qu'on en a parlé rapidement, mais une aide-soignante en EHPAD, une aide-soignante en maison de retraite, une aide-soignante même à l'hôpital, j'imagine que les actions, elles sont extrêmement différentes. C'est quoi vos conseils, Stéphanie, Arlette, Denis, sur la bonne manière d'être justement un peu passe-partout? Et je pense à nos collègues qui vont faire la VAE d'aide-soignant là et qui du coup préparent potentiellement plus la partie gériatrique, plus la partie accompagnement, dépendance, mais où potentiellement elles vont être évaluées sur des choses pas forcément liées à ça. C'est quoi vos conseils là-dessus, des lectures, des formations ou bien même plus généralement de l'ouverture, voilà. Moi, je crois que effectivement, on peut travailler partout, mais on n'a pas les mêmes aspirations en fonction de comment on évolue dans sa profession et comment on évolue personnellement. Comme je vous disais, moi, j'ai commencé par la gériatrie et je trouve que c'est une très belle approche du métier, le travail en EHPAD, parce que on apprend, on est vraiment dans le sens du rôle humain qui est vraiment primordial dans notre métier. Ça développe des capacités humaines que je pense qu'on ne retrouve pas aussi bien développées dans les autres services. Accompagner la personne âgée, c'est pas si simple. L'accompagner au quotidien pendant des années, c'est encore plus compliqué. Et je trouve que l'on ne met pas assez l'accent justement sur le travail des aides-soignants fait en EHPAD. On va valoriser le travail en réa ou dans des services beaucoup plus techniques. Il faut savoir qu'un acte technique, tout le monde est, en étant dans le service, tout le monde peut l'apprendre et tout le monde peut le pratiquer, tandis qu'avoir des capacités humaines d'accompagnement des personnes en détresse, c'est pas donné à tout le monde, je ne pense pas. Des formations complémentaires, déjà il faut avoir une envie d'aller travailler quelque part. On n'a pas tous les mêmes envies au même moment, c'est ce que j'expliquerai. Et même peut-être pas d'envie du tout. Le travail en chirurgie n'est pas tout à fait le même qu'en médecine, comme je vous le disais. Après, globalement, on retrouve les mêmes actes, mais avec des spécificités. C'est-à-dire qu'en réa, on ne va pas faire la toilette sur une personne éveillé et sans appareillage, ça sera généralement quelqu'un d'intubé qui ne pourra pas communiquer. Donc, il y a toute une approche qui se fait aussi sur le terrain de la prise en soin des patients et de la population rencontrée. En psychiatrie, il y aura le problème de la maladie mentale derrière. Donc, toute l'approche est différente. Et bien sûr, comme on disait, il y a des formations qui permettent de se perfectionner dans ce genre de service. Mais c'est aussi travailler au sein du service qui va permettre de se former. Moi, je pense que aussi un conseil que je donne, c'est commencer à travailler en gériatrie pour une aide-soignante. Je pense que c'est remarquable parce qu'on apprend à travailler seul. On apprend tout ce que l'on a appris à l'école, on a la possibilité de le mettre en pratique. Ensuite, on apprend à travailler seul, on apprend à faire face aux urgences, ce qui développe aussi après des capacités pour aller dans d'autres services, par exemple aux urgences ou en soins intensifs. Je pense que quand on a travaillé en gériatrie, ça permet d'aller travailler dans d'autres services parce que on sait travailler, on a appris à travailler seul.
Et l'inverse, c'est plus difficile. C'est-à-dire, la personne qui a travaillé en réa, elle va se retrouver en EHPAD. Ça va être beaucoup plus dur. Elle va perdre entre parenthèses, ce qu'elle aura appris en réa, parce qu'elle ne pourra pas l'appliquer en EHPAD. Donc, me concernant, j'ai fait 29 années d'EHPAD. Voilà. Donc, et j'en suis fière. Ça m'a bien forgé par rapport au relationnel. Voilà. Bien sûr, je reviens pas sur les actes techniques. Ce sont les infirmières qui font ça en EHPAD, mais comme disait Denis, on apprend quand même à travailler seul. Et souvent, on est, d'autant plus que j'ai fait 9 ans de nuit, il y a eu des urgences la nuit, il a fallu que j'assure. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas forcément une infirmière la nuit. Il y en a toujours pas. Hein. Aussi, en gériatrie, eh bien, on fait face à toute, je dirais, à toute la problématique du métier de soignant. On peut être confronté à l'urgence, on est confronté à la fin de vie, même si en gériatrie, c'est un lieu de vie. On apprend aussi à travailler avec des personnes qui ont des pathologies diverses. Et puis, on a aussi tout le contact humain et avec le patient et avec la famille. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'aide-soignant, mais en tant qu'infirmier aussi, on n'accompagne pas que la personne, on accompagne la personne dans sa globalité, c'est-à-dire dans tout ce qui l'entoure et dans tout ce qu'elle a vécu. Oui, c'est vrai que, comme je disais, hein, le métier en EHPAD n'est pas reconnu, mais je pense que c'est le cœur de notre métier. Après, on se spécialise en chirurgie, on se spécialise en réa. C'est des soins beaucoup plus techniques. Hein. Il faut pas en avoir peur. C'est pas évident non plus hein, de changer. Hein. Il faut en être conscient. Hein. Moi, j'ai commencé aussi par l'EHPAD. Je me suis retrouvée à faire de l'orthopédie, je me suis retrouvée à faire de la gastro. Donc, il y a quand même un moment où il faut s'adapter hein, aussi. C'est pas si simple que ça non plus. Il faut en être conscient. Mais c'est toujours des beaux challenges et la gériatrie est vraiment un lieu d'apprentissage très formateur. Et je trouve, comme je vous le disais, hein, que c'est pas assez reconnu et valorisé dans ce que font les aides-soignants en EHPAD ou autres, hein, ou en service de gériatrie. Beaucoup de jeunes sont attirés par les urgences et l'AREA pour le côté technique et le côté je sauve des vies, mais on sauve des vies hein, aussi en gériatrie. Vous savez, moi j'ai 30 ans de soins palliatifs, mais j'ai commencé ma carrière en gériatrie et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en gériatrie, quoi. Après ma formation, j'ai fait un diplôme universitaire en gérontologie et j'ai intégré après les soins palliatifs, mais tout ce que j'avais appris en gériatrie m'ont servi dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et après, je me suis formé sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Mais voilà, pour vous dire que être en gériatrie, ça permet aussi d'ouvrir des portes. Ce qui ne veut pas dire que si on travaille ailleurs, les portes se ferment. Mais c'est une très, très bonne école après la sortie de l'IFATS de travailler en gériatrie. Alors, on n'a aucun avantage à vous parler de la gériatrie. Hein. Tous les services sont bien, mais c'est vrai que c'est très formateur dans l'approche de la personne et dans les réactions aussi, parce que effectivement, certes, il y a des jeunes qui sont hospitalisés, mais c'est essentiellement une population de personnes âgées que l'on soigne la plupart du temps. Et c'est vrai que cette approche que l'on peut avoir en gériatrie nous sert au quotidien, même auprès de jeunes, dans des réactions qui parfois sont pas forcément adaptées pour nous, mais que l'on arrive à comprendre parce que on a cette expérience du grand âge et d'accompagnement. Les Alzheimer, pareil, on n'aborde pas quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer comme on aborde quelqu'un qui
qui a juste un problème, une fracture de je sais pas moi, de bras ou voilà. Il y a vraiment une approche de la personne âgée que l'on développe en gériatrie et qui nous sert au quotidien. Super. Est-ce que nous avons des questions supplémentaires ou ça va? Je vois qu'on a récupéré Céline, en tout cas on a récupéré l'image. Bonjour Céline, Bonjour. vous voulez faire un petit retour? Vous aviez écrit déjà dans le chat, mais si vous voulez vous présenter un petit peu, c'est parfait. Oui, en plus, j'arrive à la fin, donc c'est formidable. C'est pas grave, il y aura un replay, vous inquiétez pas. Ok. Donc, moi, c'est Céline. Je fais fonction d'aide-soignante en EHPAD depuis septembre 2023. Et je suis en VAE AS, aide-soignante. Je suis à peu près au milieu du livret. C'est bien. Et j'ai une grande passion pour l'EHPAD, pour les personnes âgées et leur bien-être. Ça, c'est ma grande passion. Eh bien, allez-y, hein, parce que c'est formidable de travailler en EHPAD, comme on disait. C'est top, c'est top. Est-ce que Arlette, vous voulez nous faire un petit point sur comment va se passer le jury? Ah ben, Elles sont toutes en VAE là, donc Comment ça va se passer un jury? Comment ça va se passer? Ben là, vous aurez 3 personnes, s'il n'y a pas eu de changement depuis. Donc, une professionnelle que j'étais moi, un directeur d'établissement et une infirmière ou cadre aussi, voilà. Et donc, comme vous avez, là, je parle à Céline, c'est ça? Oui. Oui. Donc, vous en êtes à la moitié du livret. Et la question que je posais tout à l'heure, vous avez une tutrice, un tuteur? Oui, je suis aidée, oui. Voilà. Et donc, vous avez deux exemples, je pense, à citer. Enfin, la prise en charge ou la prise en soin de 2 personnes, c'est ça? Moi, c'est une. Je fais toujours une seule. Voilà. Donc, vous développez toute sa vie, enfin le quotidien de cette personne. Et alors, devant le jury, on va vous poser des questions, forcément, sur le livret, c'est-à-dire sur ce que vous aurez écrit par rapport à la personne. Après, ça peut être des questions un peu pièges, mais bon, si vous connaissez bien la personne, vous saurez répondre, c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Pas grand-chose, hein. Il faut vraiment connaître la base, le quotidien, c'est-à-dire la prise en charge, l'accompagnement en cas d'urgence, la personne qui tombe, qui fait une chute, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Je ne sais pas si dans le livret, si vous avez pu citer des exemples concernant cette personne ou pas. Donc, le jury peut très bien reprendre, admettons, la personne a fait une chute, donc ils ont lu ça dans le livret, et puis un des 3 jurys va dire, bon, ben voilà, expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec la personne? Vous l'avez trouvée par terre, quelle a été votre réaction? Vous voyez, ce genre de questions. Oui. D'accord. Super. Bon. Alors, ça peut être, j'ai souvenir d'une autre question, du sang, vous voyez du sang dans les urines, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Répondez dans les Vous voyez commentaires. Voilà. Enfin, il y a plein d'exemples, hein. Vraiment, il faut bien vous mettre en tête, enfin, c'est-à-dire bien connaître la personne dont vous allez parler devant le jury. Il faut, c'est l'essentiel, quoi. Il faut bien la connaître. D'où ne pas copier les livrets des autres. Ah non, voilà. J'ai eu affaire, ou alors une infirmière qui a fait le travail pour l'aide-soignonnante. On a connu ça. Et l'aide-soignante, enfin la candidate s'est retrouvée devant nous. Toute bête, elle ne savait pas répondre. Et oui. Voilà.
Voilà. Après, il y a aussi le problème des personnes qui ne maîtrisent pas bien le français. Mais là, on peut se faire, les candidats peuvent se faire aider. Mais Ouais. il ne faut pas qu'une tierce personne fasse le travail à la place d'eux. Voilà. Super, bon, on a fait. En tout cas, je pense qu'on fera un atelier dédié, hein, vous inquiétez pas sur le référentiel de compétences et sur l'oral de VAE aide-soignante. Arlette, vous serez guest star pour nous raconter l'expérience. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Il nous reste 5 petites minutes que je vous propose, Stéphanie, si vous voulez présenter la FNAS rapidement. Oui, je ne suis pas toute seule puisque moi, je suis récemment présidente de la FNAS. Arlette a été longtemps présidente de la FNAS. Donc, la FNAS, c'est la Fédération nationale des associations d'aides-soignants. À l'heure actuelle, c'est le seul organisme qui représente les aides-soignants au niveau de l'État. On peut changer de slide, s'il te plaît, Victor. Donc, elle a été créée en 1988. C'est une association apolitique sans connotation syndicale. On ne représente pas un parti politique. Hein. On est autonome par rapport à ça. La fédération représente donc toutes les associations de France et des DOM-TOM. À l'heure actuelle, il n'y a plus que 4 associations en Bretagne, Poitou, Jura et Aquitaine. C'est très compliqué de mobiliser les aides-soignants et de leur faire comprendre que notre métier évolue de façon, certes, peut-être pas comme on l'aimerait, mais pour pouvoir défendre nos valeurs et notre métier, il faut être nombreux. Et c'est une corporation qui a du mal à se mobiliser, il faut le dire. Cependant, on est encore là, à travers les associations et à travers la fédération. Chaque association est autonome dans son fonctionnement. Elle a pour rôle, bien sûr, de promouvoir le métier et la FNAS. La FNAS est représentée, on peut changer de slide, Victor. Bon, voilà, la composition du bureau, donc Arlette est secrétaire, Denis vice-président et moi-même présidente depuis 2 ans. Bien sûr, il y a un responsable de communication et d'autres membres au niveau du bureau. À toi, Victor. C'est ce que j'ai expliqué, on est tous bénévoles. Hein. Il faut savoir que personne n'est salarié de la fédération ou d'une association. On est présent au sein des différents ministères, notamment au ministère de la Santé, au niveau de la DGOS notamment, qui est la Direction générale de l'offre de soins, et au niveau du HCPP, donc c'est très compliqué, mais c'est le Haut Conseil des professions paramédicales, c'est-à-dire c'est le conseil qui participe à l'évolution des métiers paramédicaux. Hier, j'étais en visio encore et on participe à l'avancée des différentes professions parce qu'on a un droit de vote. Et on a notamment voté pour la formation sur les nouveaux actes, ce qui est passé dernièrement, sur les nouveaux actes aides-soignants qui ont intégré le référentiel en 2021. Comment former les professionnels qui ont été diplômés auparavant. Donc, tout ça, c'est passé par le HCPP. Et bien sûr, sur toutes les autres professions paramédicales. Là, hier, on a parlé de l'aptitude que pourraient avoir les infirmiers pour signer les certificats de décès. Donc, tout ça, c'est soumis à des votes auxquels participent les syndicats, auxquels participent les représentants des différentes professions paramédicales et dont les aides-soignants représentés par la FNAS. On est aussi interrogé au Sénat, on peut être interrogé aussi à l'Assemblée nationale pour des questions. Avec Denis, on avait été interrogé sur les conditions en EHPAD et comment rendre le métier attractif et qu'est-ce qui pêche en fait et quelles sont les difficultés, pourquoi on a des difficultés à recruter des aides-soignants en EHPAD. Alors, c'était un avis consultatif, hein, on n'a pas révolutionné le travail en EHPAD, mais ça peut permettre d'avancer et de faire connaître le travail en EHPAD des aides-soignants. On a été aussi auditionné sur la fin de vie au niveau de l'Assemblée nationale. Là, c'était Arlette et Denis qui y étaient. Bref, on est consulté et on peut aussi permettre à la profession de progresser. On a participé à la réingénierie du référentiel en 2021.
Voilà en gros les missions de la FNAS, c'est faire connaître le métier, essayer de le valoriser et de le défendre au mieux au niveau des instances ministérielles. Et puis voilà, en gros. Il y a deux autres organismes qui représentent aussi les aides-soignants, à savoir le GERAC-FAS, qui est en fait le regroupement des cadres des IFAS, voilà, qui eux aussi participent au développement de la formation des aides-soignants. Et depuis quelques années, on a un CNPAS. Alors, c'est un Conseil national professionnel. Il faut savoir que toutes les professions paramédicales ont ce conseil. En fait, c'est un regroupement de personnes qui est délégué par le ministère de la Santé pour faire des missions d'intérêt public, quoi. Et voilà, et des travaux concernant l'aide-soignant, par exemple, en travaillant en soins palliatifs, puisque c'est un peu dans l'air du temps, à savoir l'euthanasie ou pas, là, toutes ces grosses questions, on peut questionner là-dessus. Voilà. Mais là, par contre, alors nous, on travaille de façon autonome, la FNAS, mais le CNPAS dépend directement du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé va missionner le CNP pour faire une étude sur un milieu particulier. Voilà. Arlette, si tu veux compléter, ou Denis. Vas-y. Alors, par rapport au CNP, oui, c'était aussi la formation. Donc, le CNP a nommé 3 suppléants, 3 titulaires au sein de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Et là, je fais partie d'une commission scientifique concernant justement les formations proposées par les organismes de formation en DPC. Et donc, au niveau du CNP, nous avons été sollicités pour rédiger et proposer des formations utiles à l'aide-soignant. Voilà. Et après ça, donc on dépose les propositions et ces propositions sont étudiées au sein de l'agence et après sont proposées à tous les organismes de formation. Alors, ils peuvent donc, ils ont des critères. Les organismes de formation ont des critères qu'ils doivent respecter pour proposer des formations sur le thème qui a été retenu. Donc, c'est fort intéressant aussi. Et ce sont des formations nationales, ouvertes à tout le monde. Et en tant que membre de la CSI, je reçois tous les mois 2 dossiers à valider en binôme avec une autre personne, une autre professionnelle, mais pas forcément aide-soignante, et de façon à valider ou non. Il faut que les dossiers répondent à plein de critères, voilà. Et donc, c'est mon rôle à moi. Et à ce sujet, la FNAS propose des formations aussi auxquelles vous pouvez participer. Ça s'appelle les Assises. Là, on avait mis un peu en stand-by parce que c'est une grosse organisation derrière. Donc, vous pouvez le demander à votre employeur. Vraisemblablement, il y en aura en 2027, puisque les plans de formation se font d'une année sur l'autre. Donc, on va la présenter très certainement en 2026 aux différents établissements. Et si vous êtes diplômé et aide-soignant, chose que je vous souhaite à tous, vous pouvez demander cette formation qui a cette particularité d'être que pour les aides-soignants. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que généralement, des formations, ça s'adresse aux infirmiers, aux aides-soignants, à tout type de professionnels de santé. Là, c'est que pour les aides-soignants. Voilà, c'est une des spécialités de la FNAS aussi, de proposer cette formation.
Donc intervenir au niveau des différents ministères en fonction des questions qu'on nous demande ou pour faire valoir une position que l'on veut faire reconnaître. Là, actuellement, on essaie c'est très compliqué, mais on essaie de faire avancer le rôle autonome de l'aide-soignant, qu'on ne soit plus sous la responsabilité de l'infirmier, parce que c'est de moins en moins le cas, et on l'a vu quand on parlait du travail en EHPAD de l'aide-soignant et des responsabilités qui lui incombent, notamment la nuit. Et c'est vrai que de plus en plus, nos collègues sont derrière leur ordinateur et plus avec nous en travail en binôme, que ce soit en EHPAD ou dans les autres services. Et il y a une demande de terrain pour que ce rôle soit reconnu. Et la FNAS essaie de faire avancer les choses dans ce sens-là. Mais c'est compliqué parce que les infirmiers sont attachés aussi, notamment les infirmiers libéraux, sont attachés à leur rôle propre et sont beaucoup plus représentés par des syndicats en ordre infirmier. Et c'est pour ça que notre profession aussi a du mal à se faire reconnaître à sa juste valeur. Bon, merci beaucoup Stéphanie, Arlette, Denis. Ce que je trouve, c'est qu'il est 14h20, donc on a déjà un peu avancé. Je vous ai mis la slide un peu en avance pour toutes celles qui souhaitent adhérer, donc une fois que vous serez soignant en tout cas. Et pour sinon, je vous dis à bientôt pour un nouvel atelier. On va essayer d'en organiser plus pour que vous puissiez venir, vous former à votre rythme. Et voilà, donc merci encore à tous. Merci à la FNAS, à Stéphanie, à Arlette et à Denis. Et bon courage à toutes pour vos parcours VAE. Ouais. Oui, et puis merci à vous d'avoir participé. J'espère qu'on aura pu répondre au moins à vos questions et n'hésitez pas à nous contacter aux besoins. On est là aussi pour vous accompagner aux besoins et répondre à vos questions au-delà de cet atelier. Très bien.